Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 novembre 2025 et nos chers amis Richard DeWolf et Michael Hudson sont avec nous. Bon retour parmi nous, Richard et Michael. And Alice Twang. Permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé à New York et l'élection municipale. Le résultat, c'est quelqu'un, quand on le regarde, toutes les lignes rouges sont sur lui. C'est un musulman, un socialiste, un immigrant. C'est incroyable à voir, car les milliardaires, lorsqu'ils ont investi, ont dépensé, si je ne me trompe pas, plus de 40 millions de dollars contre lui dans cette campagne. Et malgré tout, Mamdani a réussi à sa manière à atteindre cette position. Michael, en regardant ce qui s'est passé à New York, quelle est votre compréhension de la situation et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Parti démocrate? Eh bien, les deux partis essayent de donner leur propre interprétation de l'élection. Les démocrates disent « Vous voyez, nous avons gagné, c'est un rejet de Trump ». Et les républicains essayent de faire croire que tout tourne autour du socialisme. Regardez les démocrates de droite qui ont remporté des victoires en Virginie et dans le New Jersey. Mais en réalité, à la fois les républicains et le Parti démocrate ont perdu. À la suite de ce qui s'est passé à New York, toute l'attention, comme vous venez de le souligner, est portée sur cette ville. Même si c'était l'élection la plus locale, elle a eu une portée nationale, car elle concerne l'avenir non seulement du Parti démocrate, mais aussi le thème des élections de mi-mandat de l'année prochaine. Les républicains ont perdu l'élection dans le New Jersey face à un gouverneur qui voulait faire baisser les factures d'électricité qui avaient été augmentées pour la population. Et la Virginie a élu un démocrate issu de la CIA, qui fait évidemment partie de l'aile droite du Parti démocrate. Les démocrates revendiquent donc une victoire, mais tout cela a été éclipsé par la victoire de Mamdani à New York. C'est son succès qui a fait des démocrates les perdants, malgré le fait que l'élection était locale. Il s'opposait en réalité au Comité national démocrate. Ses dirigeants ont exprimé leur haine ouverte, non seulement envers lui, mais aussi, depuis un an, envers Bernie Sanders et AOC. Le Comité national démocrate ne cesse de répéter « Nous devons empêcher le parti de virer à gauche. Nous devons soutenir Israël. Nous devons soutenir Wall Street. Nous devons nous opposer à la fiscalité progressive. » Et en somme, continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, des républicains à peine édulcorés. Et maintenant, tout cela a été désavoué. Mamdani ne se présentait pas seulement contre l'ancien gouverneur déchu de New York, Andrew Cuomo, ni seulement contre les républicains, mais en réalité contre tout l'argent, les 40 millions que vous avez mentionnés, mobilisés contre lui. En ce sens, il a été défini non seulement par son programme de trajets en bus gratuits et de services de garde d'enfants, mais aussi par ses ennemis, qui l'ont attaqué en affirmant toutes sortes de choses, notamment qu'il était marxiste, socialiste. C'est comme si les journaux étaient trop embarrassés pour dire qu'il existe des sondages d'opinion, ceux que Richard et moi avons déjà mentionnés dans votre émission, montrant que les électeurs préfèrent le mot « socialisme » à « capitalisme ». Le socialisme n'est pas un gros mot. Ainsi, en le qualifiant de socialiste parce qu'il voulait améliorer les transports, de socialiste parce qu'il protégeait les droits des locataires face aux propriétaires, de socialiste parce qu'il cherchait à améliorer la vie des New-Yorkais et à imposer plus justement les grandes fortunes, il ne prive pas seulement les démocrates de leur base, mais aussi les républicains. Et si les 40 millions de dollars provenaient de riches sionistes, ce n'était pas à cause de son socialisme, c'était parce qu'il cherchait à le vaincre. Ce qui a réellement suscité la passion des électeurs dans cette élection, c'était la question du sionisme, soulevée par ses adversaires,
comme le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, qui a refusé de soutenir Mamdani, affirmant que celui-ci défendait les Palestiniens face au bombardement israélien et qu'il ne pouvait pas appuyer cela. Eh bien, quel meilleur soutien pourriez-vous espérer de la population new-yorkaise? Le fait que plus de 70% de la population juive de New York ait voté pour Mamdani montre à quel point la tentative de le calomnier était mal avisée. Si l'on regarde les districts qui ont voté, les seuls que Mamdani a perdus se trouvent dans les zones juives orthodoxes fondamentalistes de Brooklyn et dans le Queens, près de Long Island, où bien sûr, les gens ont perçu l'élection comme étant entièrement centrée sur le sionisme. Et un éditorial du Wall Street Journal aujourd'hui, à mon avis, résume mieux que tout le reste l'histoire. Il a été dit que si la gouverneure de New York, Kathy Hochul, se tourne vers la gauche lors de l'élection de l'année prochaine, elle pourrait battre son lieutenant-gouverneur Antonio Delgado, qui se présentera depuis la gauche mamdanienne. Mais si Madame Hochul se tourne vers la gauche, elle pourrait vaincre M. Delgado, tout en s'exposant à une probable contestation républicaine de la part de la représentante Elise Stefanik. Stefanik était la députée insistante qui a attaqué les présidents de Columbia et de Harvard pour avoir permis des manifestations contre l'attaque israélienne contre les Palestiniens. Elle a déclaré qu'elle critiquait ces universités pour ne pas avoir expulsé les étudiants opposés au génocide. Des étudiants qui affirmaient que les Palestiniens sont des êtres humains, des civils, et que cela va à l'encontre des lois de la guerre et de tout le droit international. Elle a dit qu'ils devaient être expulsés et que tout professeur exprimant un point de vue palestinien devait être renvoyé de l'université. Harvard et Columbia ont donc expulsé les professeurs et les étudiants. Et si c'est de cela que l'élection pour le Sénat de New York doit traiter l'année prochaine, on peut être sûr que cela va diviser toute la campagne électorale américaine. Tout comme la scission autour de Charlie Kirk divise ses partisans républicains de droite sur la question du sionisme. C'est ce que les journaux hésitent à dire. Les républicains ont peur de reconnaître que c'est de cela qu'il s'agissait réellement dans l'élection. Ils prétendent que c'était une question de marxisme. Et cela n'a rien à voir avec le marxisme. Il n'y a rien de marxiste dans le fait de proposer une éducation subventionnée afin que les travailleurs puissent se permettre de gagner un salaire plus bas pour leurs employeurs et rendre ces derniers plus compétitifs. C'est en fait une philosophie industrielle classique du XIXe siècle, une stratégie capitaliste pour devenir plus compétitif. Tout cela concerne en réalité la question sioniste, et on peut le voir dans le Wall Street Journal, dans le même numéro. À la page éditoriale suivante, un auteur juif écrit que si les socialistes deviennent le visage du Parti démocrate, il aura peur de porter sa kippa, sa yarmoulk, en public. Il a même acheté une casquette de Gavroche parce qu'il pense que, d'une manière ou d'une autre, la population juive sera menacée. C'est de l'hystérie. Et cette hystérie, je pense, est vraiment ce qui a poussé les électeurs de Mamdani à dire « nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Nous n'allons pas du tout suivre cette démagogie ». Je pense que Trump a déjà déclaré que si New York votait pour Mamdani, il retirerait tout soutien fédéral à New York. Les républicains et les démocrates veulent traiter la ville de New York comme les États-Unis et l'Europe ont traité la Russie soviétique après sa révolution. Essayer de tout faire pour s'y opposer, l'épuiser, l'isoler, rendre son gouvernement plus difficile, puis dire que le socialisme ne fonctionne pas lorsqu'ils doivent passer tout leur temps à se défendre. C'est de cela qu'il va être question. En fait, j'ai reçu hier le numéro de ce mois du magazine Nation,
le magazine de gauche du siècle dernier. Et il y a un article expliquant comment le Black Caucus aux États-Unis a été dominé par l'AIPAC et que les représentants du Black Caucus au Congrès ont déclaré que s'ils ne suivaient pas la ligne pro-sioniste de l'AIPAC, ils seraient combattus et que l'AIPAC financerait leurs adversaires afin de mobiliser des fonds électoraux pour le sionisme. D'une certaine manière, cette question a donc submergé tout le processus électoral ici. Richard, en regardant qui a voté pour Mamdani, plus de, tu sais, les jeunes de moins de 30 ans, plus de 75% d'entre eux ont voté pour Mamdani. Et voici ce que Donald Trump a dit avant l'élection. Il a déclaré que tout juif qui vote pour Zohran Mamdani, un antisémite avéré et autoproclamé, est une personne stupide. Et nous savons que Bernie Sanders, puisque les démocrates du mouvement ne voulaient pas soutenir Mamdani, s'en est pris à lui malgré tout. Et nous savons ce qui est arrivé à Bernie Sanders pendant l'élection présidentielle. Cette fois, il est sorti publiquement pour soutenir Mamdani. À l'époque, il n'avait personne pour le soutenir face à Hillary Clinton. Alors, quelle est ta compréhension de ce qui s'est passé? Eh bien, j'aborde la question sous un angle un peu différent de celui de Michael, mais je pense qu'ils sont complémentaires. Ils peuvent aller de pair. Je veux parler de l'histoire ici, car je pense qu'il s'agit d'un tournant historique. Tout a commencé avec Bernie, sans aucun doute, et cela a reçu un élan supplémentaire grâce à Alexandria Ocasio-Cortez et au groupe de jeunes femmes et hommes qui ont accédé à la notoriété avec elle. Aujourd'hui, un nouveau grand pas a été franchi avec l'élection de Mamdani. Mais je veux replacer l'hystérie dans une perspective historique. Elle va du pathétique au ridicule. Je veux dire, nous voyons, que ce soit le Wall Street Journal, Elise Stefanik ou d'autres du même genre, déverser cette réaction hystérique qui n'a aucun sens. C'est une révélation de leur ignorance. Ils devraient en avoir honte, et ils en auront honte un jour. Que veux-je dire? Mamdani est un socialiste démocratique. Il insiste sur l'expression socialiste démocratique, ce qu'il a tout à fait le droit de faire. C'est une forme de socialisme qu'il défend. Elle se rapproche beaucoup de ce qu'on appelait autrefois le socialisme municipal. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du type de réforme limitée et modérée que des maires ont tenté de mettre en œuvre dans des villes américaines et étrangères depuis 2 siècles. Ce n'est pas révolutionnaire. Cela n'annonce rien de comparable aux remarques hystériques que tiennent certains Américains. Vous savez ce que montre cette réaction? Que depuis 75 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont enfoui la tête dans le sable, en prétendant que le socialisme, le communisme et le marxisme étaient tous quelque chose de mal et d'horrible là-bas. Ils n'ont pas compris comment cela s'est développé. Ils ne comprennent pas les différents points de vue au sein du socialisme. Rien de tout cela. Ils ne savent pas et ne s'en soucient pas. Et donc, lorsqu'ils voient un socialiste, ils n'ont aucun moyen de le comprendre autrement qu'à travers leur retard arriéré, vieux de 75 ans. Permettez-moi d'aborder la question d'une autre manière. Quelqu'un a un jour compté que 75 villes américaines dans l'histoire de ce pays ont eu des maires qui étaient socialistes et qui l'affirmaient. Je le sais grâce à mes recherches. J'ai beaucoup travaillé autrefois sur la mairie de Bridgeport, dans le Connecticut. J'ai fait cela parce que je me suis présenté à la mairie de la ville de New Haven, dans le Connecticut, qui, comme Bridgeport, est l'une des 3 grandes villes de l'État. Bridgeport a eu un maire socialiste pendant de nombreuses années. Rien de ce que les hallucinations de l'extrême droite imaginent ne s'est produit à Bridgeport durant cette période. Même chose pour Milwaukee et pour toutes les 75 autres. Premièrement. Deuxièmement, en Europe,
il y a actuellement des maires socialistes. Un certain nombre de grandes villes, des endroits comme Paris, Londres, Milan et ainsi de suite, sont dirigés par des socialistes ou l'ont été à divers moments de leur histoire. Rien de comparable aux horreurs fantasmées que les médias américains inventent ne s'est jamais produit là-bas. Les partis socialistes participent régulièrement à la vie politique dans tous les pays d'Europe et au-delà. Mais je veux parler de l'Europe, sinon je prendrai trop de temps. Ce que vous voyez dans la réaction de la droite dans ce pays est le signe d'une ignorance totale, d'une mauvaise éducation et, comme je le dis, d'un retard de 75 ans. Ils parlent comme à l'époque du Comité des activités anti-américaines. Pensez simplement au nom, ridicule, n'est-ce pas, comme s'ils avaient l'autorité exclusive pour décider de ce qui est ou non américain. C'est une plaisanterie. Voilà la première chose. La deuxième chose, il est important de comprendre que cela, je suis désolé, voilà, c'est un signe de problème réel et grave. C'est quelque chose que Michael et moi avons essayé très fort de faire comprendre. Mon langage, c'est le déclin de notre empire. C'est une série de problèmes dont beaucoup ont été montrés de manière très créative par Michael. Comment ils se sont accumulés, quelle est leur histoire, comment les personnes au pouvoir n'ont pas résolu ces problèmes, mais les ont essentiellement repoussés, pendant que ceux-ci s'amoncelaient et s'aggravaient. Si vous ne traitez pas vos problèmes médicaux, ils s'aggravent. Vous ne résolvez pas vos problèmes psychologiques, ils s'aggravent. Eh bien, c'est la même chose en économie. Et c'est un signe que les habitants de New York, qui ne sont pas si différents des gens d'ailleurs, ont pris une décision. Et voici ce que je pense que l'élection a montré. Monsieur Sliwa, le républicain, et Monsieur Cuomo, le démocrate, représentent dans leur ensemble le même vieux, le même vieux, le même vieux. Littéralement, Sliwa est candidat depuis aussi longtemps que je m'en souvienne ici à New York. Et comme nous le savons tous, Cuomo a été gouverneur. Il a travaillé avec les Clinton, et bref, c'est toujours la même chose. Rien de ce qu'ils ont dit n'a donné à quiconque la moindre raison de croire qu'ils seraient, à l'avenir, différents de ce qu'ils ont toujours été par le passé. Par conséquent, M. Mamdani avait une occasion incroyable. Tout ce qu'il avait à faire, et d'ailleurs, je ne lui retire rien, il a mené une campagne brillante. Il a beaucoup de succès. Il mérite l'admiration et les félicitations de tous. Donc je ne veux aucune confusion sur ce que je m'apprête à dire. Mais il en a profité, comme le font toujours les politiciens qui réussissent, en s'appuyant sur quelque chose de bien plus grand et de différent que lui-même. Il était l'évidence, la différence, le nouveau changement. Il l'incarnait, un musulman à New York, un socialiste dans ce pays. Incroyable. Qui l'aurait cru? Les choses changent. Bien sûr, les jeunes, environ 75%, veulent du changement. Ils savent que le rêve américain qu'on leur a promis n'est plus accessible. Personne n'a besoin de les convaincre. Ils en sont déjà convaincus. Ils veulent du changement. Et en regardant Sliwa, Cuomo et Mamdani, il est facile de voir où se trouve la meilleure chance de changement. Enfin, dernier point. Oui, c'est un socialiste. Et je ne sais pas exactement ce que cela signifie pour lui, car je suis bien conscient que le socialisme signifie des choses très différentes selon les personnes. L'Union soviétique représentait une forme de socialisme. Norman Thomas, qui fut pendant de nombreuses années le grand dirigeant des socialistes américains, était un adversaire acharné de l'Union soviétique et de tout ce qu'elle représentait. Cela montre donc que les personnes qui revendiquaient le nom de socialistes pouvaient vouloir dire des choses très différentes. Il existe une tradition trotskiste qui va encore dans une autre direction. Les dirigeants actuels de la Chine qualifient leur pays de socialisme aux caractéristiques chinoises. Alors, où se situe Mamdani dans tout cela? Eh bien,
L'Amérique est trop en retard dans ce domaine pour être même capable de poser la question. Ainsi, chacun laisse libre cours à sa propre fantaisie sur ce que cela pourrait signifier. Et je parle bien des pages du New York Times et du Wall Street Journal. C'est embarrassant que tu en saches si peu, que tu ne comprennes même pas ce qu'est ce socialisme de Mamdani. Il l'appelle démocratique et t'explique très clairement ce qu'il compte faire. C'est une déclaration remarquable, mais elle a d'énormes implications pour la nouvelle gauche émergente aux États-Unis. Car lui, comme Ocasio-Cortez et comme Bernie, va devenir un porte-étendard. En raison de ce qui s'est passé, ils vont incarner le socialisme. Mais je te garantis que ce que je vais dire est vrai. Je ne crois pas aux prédictions. Je ne peux rien prédire, et personne d'autre non plus. Mais je vais le faire quand même. Les autres formes de socialisme attendent dans les coulisses. Elles vont maintenant émerger. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'elles sont apparues partout ailleurs sur cette planète. Alors, ils vont faire la même chose ici aussi. Un mot aux sages, s'ils sont assez intelligents pour écouter. Monsieur Bloomberg, qui a donné le plus d'argent. Le propriétaire d'Airbnb, qui a donné beaucoup d'argent. Le propriétaire de Home Depot, Monsieur Langone, qui a donné beaucoup d'argent. Laissez-moi vous donner un conseil. Vous feriez bien d'être heureux que Mamdani ait gagné, car les autres socialistes qui arrivent seront bien pires pour vous que lui. C'est la réalité. Mais c'est aussi un défi pour Monsieur Mamdani. Il doit affronter l'ampleur de ces solutions, dont je soupçonne qu'il sait qu'elles sont insuffisantes face à l'ampleur des problèmes auxquels il est confronté. Vous n'allez pas résoudre les problèmes des États-Unis sur lesquels nous avons passé des mois dans cette émission à essayer de clarifier et d'expliquer. Vous n'allez pas les résoudre, ni avec des bus gratuits, ni avec des épiceries publiques dans les déserts alimentaires, ni avec une taxe de 2% sur la richesse au-delà de 100 millions de dollars, ou quoi que ce soit d'autre. C'est un programme tout à fait valable, et je suis heureux qu'il le propose. Mais voici le problème, et il devrait tirer une leçon de M. Trump. Ce fut une défaite retentissante pour M. Trump. Et savez-vous pourquoi? Pas à cause de sa manière de parler, ni des excès auxquels il se livre. J'aimerais que ce soit une défaite pour ces raisons, mais ce n'est pas le cas. C'en est une parce que ce que fait M. Trump ne peut pas, ne pourra pas et n'a pas résolu les problèmes qu'il a hérités. Sa grande et belle loi fiscale aggrave ces problèmes. Son programme de tarifs douaniers, que la Cour suprême l'autorise ou non, ne résout pas ces problèmes. Il ne le peut pas. C'est malheureusement le cas. Cela, Monsieur Mamdani, vous devez aussi le comprendre. Vous aussi serez confronté, comme Trump, à la question difficile. Que faut-il faire pour s'attaquer aux véritables problèmes que nous avons? Vous pouvez le faire, mais vous devez admettre que c'est ainsi. Sinon, vous découvrirez, comme M. Trump est en train de le découvrir, que promettre aux gens des solutions rapides et faciles, comme si elles existaient et comme si vous pouviez les leur offrir, ne fonctionne pas. Et cela détournera ces gens de vous. C'est ce qui lui est arrivé, et cela va lui arriver de plus en plus. À mesure que cela se produira, les personnes autour de lui l'abandonneront. C'est déjà en train de se produire, et cela continuera. Mais la leçon à retenir est la suivante. Ce problème se pose aussi à la gauche. Merci Richard de nous avoir rappelé le socialisme municipal en Amérique. Cela a toujours été l'une des forces qui ont soutenu le socialisme. Dans les années 1950, quand j'ai grandi, c'était Robert La Follette de Milwaukee qui en quelque sorte a mené toute cette réforme, et cela a rendu tout le Wisconsin progressiste. Et la ville où j'ai grandi, Minneapolis, était, je crois, la seule ville trotskiste au monde. Cela a conduit aux grèves générales de Minneapolis dans les années 1930. Même le gouverneur du Minnesota, Floyd B. Olson,
a déclaré qu'il espérait que le capitalisme irait droit en enfer. Cela lui a valu d'être réélu. On pourrait dire que le socialisme en Amérique a démontré la manière dont il fonctionnait à partir du seul endroit où il avait une chance de le faire, et c'était au niveau local. Je veux revenir au niveau national dans ce cas, car c'est au niveau national que l'argent intervient pour les campagnes au niveau local. Ce qui terrifie les directions des partis démocrates et républicains, c'est que la plupart des élections de mi-mandat vont, comme je l'ai dit, porter sur le sionisme et la violence israélienne à Gaza et en Cisjordanie. C'est cette question qui a largement contribué à la défaite des démocrates lors de l'élection présidentielle de novembre. Comme Jill Stein et moi l'avions prévu dans nos entretiens avec toi, Nima, les électeurs musulmans de Pennsylvanie, du Michigan et du Minnesota ont refusé de voter pour la démocrate Kamala Harris en raison de sa dépendance envers les donateurs sionistes et de son soutien indéfectible à la politique Israël d'abord. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les victoires démocrates d'hier dans le New Jersey et en Virginie ont affiché des marges bien plus fortes pour les démocrates que le vote présidentiel en faveur de Harris. Elle était impopulaire parce qu'elle poursuivait la politique pro-guerre de Biden, politique que Trump a intensifiée en faisant des guerres en Ukraine, en Israël, maintenant au Venezuela et au Nigeria, ses propres guerres. Il y a donc un mouvement pour s'y opposer, tout candidat recevant un financement électoral, essentiellement d'un PAC, et cela menace de devenir un test décisif pour les candidats. L'opposition des démocrates au sein du comité national sera « Refuserez-vous de voter pour tout politicien qui reçoit de l'argent de l'AIPAC ?» Eh bien, l'AIPAC s'en est déjà rendu compte et a déclaré « Nous devons créer un système de campagne sioniste pro-israélien qui ne soit pas l'AIPAC, financé par de riches milliardaires de la Silicon Valley et d'autres milliardaires qui défendent Israël. » Et la lutte contre Mondami sera, en ce sens, une lutte menée par les politiciens pour continuer à recevoir des contributions de campagne pour eux-mêmes, avant tout de l'AIPAC, mais aussi d'autres donateurs ayant des intérêts particuliers. C'est ce qu'est devenu l'ensemble du système électoral américain. Le système électoral a été privatisé dans ce pays et vendu à la classe des donateurs. C'est la conséquence de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Citizens United, selon laquelle toute entreprise ou tout donateur peut donner autant d'argent qu'il le souhaite aux politiciens. Il n'y a absolument aucune limite. Eh bien, Mondami est arrivé avec beaucoup moins de financement que quiconque et a gagné, remettant ainsi en cause tout ce système. Mais il a soulevé la question de ce qui va se passer lors des élections à l'échelle de l'État et des élections nationales de l'année prochaine aux États-Unis. Comment la politique américaine va-t-elle survivre à cette privatisation et à cette financiarisation des élections? Si elle ne résout pas ce problème, alors les États-Unis deviendront un État politiquement défaillant. Car l'exigence de l'originalisme par la droite à la Cour suprême revient essentiellement à dire « Eh bien, que décideraient aujourd'hui les propriétaires d'esclaves qui ont rédigé la Constitution ?» Eh bien, ils soutiendraient tous les partisans de la droite. Et le même combat a eu lieu à Athènes au IVe siècle avant Jaïs-Cassin. Quelle était la constitution originale de Solon? Qu'a réellement fait Solon? Eh bien, il existait des visions rivales de ce que représentait réellement la Constitution. Ainsi, l'un des résultats de cette élection new-yorkaise et du socialisme municipal sera toute la question de l'oligarchie et des campagnes électorales. C'est pourquoi Mondami a utilisé le mot oligarchie encore et encore. C'est ainsi qu'il se distingue des autres. Et la question, en réalité, ce n'est pas le marxisme, ni le socialisme en tant que tel, car il existe de nombreuses formes de socialisme. Comme l'a souligné Richard D. Wolff,
Il s'agit d'une opposition entre l'oligarchie et la véritable démocratie, c'est-à-dire des politiques mises en œuvre pour protéger l'ensemble de la population, les locataires, les salariés, les 90% les plus modestes de la population, et non pas seulement les 10% les plus riches, comme nous en avons parlé. C'est donc précisément de cela que traiteront les élections sénatoriales de 2026. Et si AOC se présente contre Chuck Schumer en essayant de le détrôner, ce sera la même chose qu'à la Chambre des représentants. Les démocrates, en particulier, vont se retrouver à faire campagne contre Bernie Sanders, AOC, toute tentative de financement public, parce que cela menace de couper leur propre flux de contributions électorales provenant d'intérêts particuliers. Tout cela dépasse donc la simple idéologie politique. Cela concerne la structure même du système politique. C'est pourquoi les républicains comme les démocrates ont été si choqués par la victoire de Mamdani, et pourquoi cette victoire est si historique, si elle change réellement les choses. Les gens disent, regardez comment Bernie et AOC ont fini par se soumettre à Pelosi et Schumer et simplement suivre la majorité démocrate. Ils ont été récupérés. Eh bien, Mamdani est libre de la pression qui a été exercée sur Bernie Sanders et AOC, car il n'y a pas de parti au-dessus de lui en tant que maire de New York. Personne ne peut lui dire quoi faire ou lui dire « Si tu ne soutiens pas cette politique, nous ne te placerons pas dans une commission influente, ou nous ne te donnerons aucune voix. » Il a désormais la liberté de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il a nommé Lisa Kahn, l'excellente avocate anti-monopole de Biden, comme l'une de ses coprésidentes de campagne. Il rassemble tous les progressistes de son équipe avec lui. Et ce qu'il fait n'est pas simplement un combat personnel pour New York. C'est un politicien très talentueux, un naturel. Pour tous ceux d'entre vous qui ont écouté son discours de victoire l'autre soir, il s'agit vraiment de son équipe, affirmant qu'il existe une alternative et qu'il n'y a pas d'autre alternative prévue. Nous allons commencer avec cette alternative à l'échelle de New York, si nous le pouvons. Si nous sommes confrontés à l'opposition de Trump et du gouvernement fédéral, qui tenterait de nous priver de fonds de transport et d'autres financements fédéraux, si Trump envoie la garde nationale pour commencer à arrêter des citoyens, eh bien, l'un des partisans de Trump a déclaré hier qu'il voulait que l'agence d'immigration ICE examine la demande de citoyenneté de Mamdani et demande « Y avait-il quelque chose d'incorrect? Une erreur typographique? Si oui, renvoyons-le en Afrique. » Vous avez déjà vu cela éclater hier. Voilà le niveau d'enjeu que nous voyons dans les politiques qu'il adoptera en tant que maire. Richard, je pense que le point principal, ce que Michael vient de dire, est très important. Qui fera partie de son équipe? Et quelle politique il va, tu sais, adopter? Parce qu'après tout, nous savons que le statu quo ne fonctionne pas aux États-Unis. C'est pourquoi les gens votent pour Mamdani et des personnes comme lui. Et ce n'est pas seulement une question de parti démocrate. Au sein du Parti républicain, la même chose se produit. Et voici un court extrait de ce qu'a dit Tucker Carlson. Le Parti républicain, nous tuons toutes les bonnes personnes et nous réduisons vos impôts. Réduire vos impôts et tuer toutes les bonnes personnes. C'est vraiment la façon la plus concise de décrire le mariage entre l'économie libertarienne et la politique étrangère néoconservatrice. Réduire les impôts et tuer. Et si on y réfléchit, qui voudrait être associé à ça? Réduire les impôts n'est en soi guère une vertu. C'est une question de contexte. Parfois oui, parfois non. Tout dépend. Mais dans la formulation simpliste mais sincère de Lindsey Graham, réduire les impôts est toujours positif, tout comme tuer des gens. Tuer les bonnes personnes, non. Il faut que ce soit les bonnes personnes. Mais tuer des gens, c'est juste une bonne chose, tant qu'on n'a pas besoin de la décrire. Oui.
Vous savez, le problème avec Tucker Carlson, c'est qu'il ne comprend pas Jusqu'où cela va-t-il? Donc il ne peut proposer que les exemples qu'il trouve. Mais laissez-moi aller un peu plus loin, car tout tourne autour de ce que Mamdani va devoir faire. Lorsque M. Trump entre en fonction, il a un problème. La dette nationale américaine a explosé plus vite que tout le reste. À combien s'élève-t-elle maintenant? 35 000 milliards ou plus encore. En très peu de temps, elle est passée de quelques centaines de milliards à 35 000 milliards. Une dette nationale hors de contrôle, tellement grave que nous perdons notre note de crédit à AAA. Tellement grave que nous recevons des déclarations de prêteurs disant qu'ils ne veulent plus prêter aux États-Unis parce qu'ils n'ont plus confiance en leur capacité de remboursement, ce qui explique pourquoi nous n'avons plus de note à AAA. Donc, il arrive au pouvoir et il a un problème. Il doit faire quelque chose. Il promet qu'il va agir à propos de cette dette nationale, de la capacité des États-Unis à emprunter. Et pour ceux qui ne comprennent pas, un rappel. Chaque grande guerre, à commencer par le Vietnam que nous avons mené récemment, a été financée par l'emprunt. Et la raison est simple. On ne peut pas mener ces guerres si l'on fait payer les impôts nécessaires aux Américains pour les financer, car ils s'y opposeraient dès le départ. Il faut environ 1 an de participation à ces guerres, avant que les Américains ne commencent à se rendre compte à quel point elles sont vaines et inutiles pour eux. Donc, il faut pouvoir emprunter. On ne peut pas mener sa politique étrangère, on ne peut même pas diriger son gouvernement, sans cela. Pourquoi? C'est très simple. Nous avons une situation politique dans laquelle les entreprises et les riches exigent toutes sortes de services de l'État, mais ne veulent pas payer d'impôts. Et en faisant des dons ou en n'en faisant pas, ils peuvent faire pression sur les politiciens pour qu'ils ne les taxent pas. D'accord? Et qu'en est-il de la masse du peuple? Ils veulent que le gouvernement leur fournisse toutes sortes d'avantages. Écoles, hôpitaux, routes, police, pompiers, tout ce que vous voulez. Eux non plus ne veulent pas payer d'impôts, mais ils y ont été contraints. La charge fiscale, comme le sait quiconque l'étudie, s'est déplacée au cours du dernier siècle des entreprises et des riches vers la personne moyenne, la classe moyenne. C'est ce qui s'est passé. Alors, M. Trump arrive au pouvoir après cela, mais il a un problème. Il ne peut pas simplement emprunter davantage. Il a fait cela lors de sa première campagne présidentielle, et tout le monde a souligné « Tu n'as pas résolu la dette publique, tu l'as aggravée ». Ce qui, bien sûr, était vrai, car il avait hérité d'une structure qui faisait déjà cela avant lui, qu'il a fait pendant son mandat et qu'il a fait après lui sous Biden. Alors, que va-t-il faire? La seule chose qu'il sait faire, essayer de faire encore plus ce que font les républicains. Qu'est-ce que cela signifie? Ne pas taxer les entreprises et les riches. Encore une fois, le premier acte de sa nouvelle présidence, ce second mandat actuel, une grande et belle loi fiscale. Prolonger les réductions d'impôts du premier mandat et en ajouter quelques-unes de plus, ce qu'il a fait exactement. Alors, que reste-t-il? Il n'y a aucun moyen de réduire la dette publique si l'on ne taxe pas les entreprises et les riches. Vous n'osez pas taxer la masse du peuple, car c'est votre base politique. Alors que faites-vous? Il ne reste qu'une seule option. Vous devez réduire les dépenses. La première phase, il la mène avec Elon Musk et il brandit la bannière de l'efficacité. Je vais réduire le gouvernement grâce à l'efficacité. Et quand cette idée s'essouffle et se heurte à toutes les difficultés imaginables, il doit l'abandonner. Il met M. Musk sur la touche, le jette sous le bus et invente une nouvelle façon d'économiser de l'argent appelée la fermeture du gouvernement que nous vivons actuellement. C'est un non-sens aussi fantaisiste que la foutaise de l'efficacité l'était auparavant.
Tout ce qu'il fait, et bien sûr, ce n'est pas suffisant, c'est essayer d'économiser de l'argent pour pouvoir faire quelque chose à propos de la dette nationale qu'il a héritée. Mais il ne peut pas le faire à une échelle qui ferait une réelle différence. Donc il est coincé. Et tu sais comment il sait qu'il est coincé? À cause des élections d'il y a 2 jours. C'est son signe. Tu es coincé, Jack. L'ensemble des choses qu'il fait conduit les gens à trouver des raisons de ne pas voter pour lui, ni pour les personnes qu'il soutient. Tous ceux qu'il a soutenus ont perdu. Tous ceux qu'il a combattus ont gagné. Pas seulement mon ami. Et je comprends ce que Michael a dit à propos des autres démocrates. Ils ne valent pas grand-chose non plus. Mais ce sont ces personnes que Trump avait réussi à vaincre auparavant. Il ne peut plus le faire maintenant. C'est un problème. Michael a raison. Mondami va devoir affronter toutes sortes d'obstacles et d'oppositions imaginables. S'il commence à faire ce qu'il doit faire, cette opposition va s'aggraver. Mais s'il ne le fait pas, il connaîtra la même triste histoire. Les gens qui ont voté pour lui donnent une chance. Mais s'il ne produit pas de résultats, ils voteront contre lui la prochaine fois. Ils le feront vraiment, et ils auront beaucoup d'aide pour le faire. New York est la ville qui compte le plus de milliardaires du pays. Donc, il les a de son côté. L'Angleterre dispose d'un ensemble complet de lois, au cas où il en aurait besoin, qui exige que toute personne quittant la Grande-Bretagne rembourse tous les avantages qu'elle a reçus pendant son séjour, comme condition de départ. Oh, ici, les milliardaires menacent de partir et personne n'ose rien dire. Monsieur Mondami aura-t-il le courage et la clairvoyance de comprendre qu'il ne peut pas donner la même réponse? Il doit agir. Non seulement parce que cela financera ses programmes, ce qui sera le cas. Ces programmes sont modestes. Si l'on regarde le coût des épiceries et des trajets gratuits en bus, ce n'est pas cher par rapport au budget de la ville de New York de toute façon. Mais il doit le faire. Il doit le faire pour des raisons politiques. Et il doit avoir des conseillers capables et disposés à le comprendre et à l'aider à naviguer dans cette situation. Eh bien, je pense que vous avez raison de dire que bon nombre des réformes qu'il peut entreprendre ne coûtent pas plus d'argent. Par exemple, une chose qu'il peut faire pour soutenir les droits des locataires est de mettre fin à la corruption du service des bâtiments, hérité des administrations Koch et Giuliani, où le service était essentiellement dirigé par les promoteurs eux-mêmes. Ils ont permis à des promoteurs comme Trump de démolir des bâtiments classés sans être sanctionnés autrement que par une amende symbolique, considérée comme un simple coût des affaires. Les promoteurs ont dirigé la ville et les propriétaires ont contrôlé les tribunaux municipaux contre les locataires. En fournissant des avocats publics aux locataires, on peut défendre leurs intérêts face à ceux des propriétaires dans ces tribunaux des locataires. Et le fait que Mondami ait dit que, eh bien, New York est invivable, avec un loyer moyen de plus de 4 500 $ par mois, qui peut réellement se permettre d'y vivre si l'on n'hérite pas d'assez d'argent pour démarrer ou trouver un emploi. Il peut taxer Wall Street, comme tu l'as dit. C'est vraiment la clé. Est-ce que ces milliardaires, concentrés à New York en tant que centre financier du pays, vont vraiment partir? Il est difficile de déménager en Floride de nos jours, avec tous les ouragans qui menacent les biens là-bas. Il n'y a vraiment nulle part où aller, donc bien sûr qu'il peut augmenter les loyers. Il va simplement devoir entraîner le conseil municipal et les autres agences avec lui. Ce serait bien s'il pouvait pousser l'actuel gouverneur de centre droit, Hochul, à imposer les tarifs initialement plus élevés pour conduire sa voiture en ville. La circulation est toujours paralysée ici.
Et le métro a dépensé tout son argent à aider les promoteurs de l'Upper East Side avec l'extension de la 2e avenue, si bien qu'ils n'ont pas réparé les lignes qui sortent de Manhattan, vers le Queens, Brooklyn et le Bronx. Hier soir, le trajet de 45 minutes de ma femme a pris 1h30, dont plus d'une demi-heure passée dans le noir lorsque l'électricité a été coupée sur la ligne menant à notre domicile à Forest Hills, dans le Queens. Les métros tombent en ruine, ce qui affecte la plupart des salariés qui doivent travailler à Manhattan, mais ne peuvent plus se permettre d'y vivre à cause des loyers. Toutes ces choses peuvent être faites sans beaucoup d'argent. La pression financière, à mon avis, ne viendra pas de ce que fait Mamdani, mais du retrait du soutien de l'État et du gouvernement fédéral, qui ont subventionné New York tant qu'elle restait pro-propriétaire, pro-Wall Street, pro-oligarchie. Ce sera un combat. Et encore une fois, ce combat dépassera le cadre municipal. Ce sera un combat national contre le socialisme municipal. Et la chose évidente, c'est ce que Mamdani a promis, ce qui lui a valu dès le départ tant de fidèles partisans. Richard, je pense que c'est une énorme opportunité pour un socialiste travaillant à New York. À ton avis, dans quelle mesure Bernie Sanders pourrait-il être utile à ce type de mouvement ici? Et comment va-t-il tirer parti de l'expérience de Bernie Sanders? Que savons-nous de la relation entre les deux? What do we know about the relationship between the two? Eh bien, à ce stade, je veux dire, la première réponse est, il pourrait toujours bénéficier de l'aide de Bernie Sanders. Je veux dire, il a besoin que Bernie soit là, à l'aider à faire passer le message, si vous voulez, à l'échelle nationale. Bernie est en tête de nombreux sondages, les gens devraient le savoir. Il y a des personnes qui demandent, à votre avis, en tant que citoyen américain, quel est le politicien le plus populaire auquel vous puissiez penser? Bernie remporte ce concours encore et encore, parce que même s'il n'a pas gagné l'élection, il n'a donc pas à subir la négativité. Il n'a pas eu à faire face à des promesses qu'il n'aurait pas pu tenir, parce que les gens ne lui ont pas confié le poste. Ainsi, il peut dire, « Je vous l'avais bien dit, il faut le faire. Vous ne l'avez pas fait, et maintenant nous avons un problème. » C'est une bien meilleure position à avoir quand un empire est en déclin, car on va subir des pertes les unes après les autres. Je veux dire, permettez-moi de le rappeler, parce que les Américains ne veulent pas l'admettre, que par exemple, le PDG de Nvidia, M. Wang, a prononcé hier un discours dans lequel il a essentiellement déclaré que nous devrions comprendre que la révolution de l'intelligence artificielle est désormais gagnée et que le vainqueur est la République populaire de Chine. C'est vrai dans tous les domaines, militaires, politiques, économiques. L'alliance des BRICS est en pleine expansion à travers le monde. Il y a bien sûr de nombreux problèmes. Cela englobe des positions politiques très différentes. Et je ne veux pas donner l'impression que c'est un bloc homogène. Et ce n'est certainement pas entièrement pro-chinois ou quoi que ce soit de ce genre. Mais c'est une alternative viable. Le pouvoir de M. Trump, le dernier gourdin dont il dispose pour forcer le reste du monde à se conformer, c'est « je ne vous laisserai pas venir commercer ici. Je ne vous laisserai pas acheter ici. Je ne vous laisserai pas vendre ici. Vous devrez me donner beaucoup d'argent si vous voulez vendre vos produits ici. Je ne vous imposerai qu'un faible tarif si vous faites de gros investissements. » Il exige un tribut du monde entier. Mais il est trop tard. Il aurait fallu le faire il y a 20 ans. Cela aurait pu fonctionner à l'époque, mais ce n'était pas nécessaire. Maintenant que c'est nécessaire, il est trop tard. Cela arrive souvent dans l'histoire. Les BRICS sont l'alternative. La Chine se tourne vers eux et eux vers la Chine. Les États-Unis, de manière frénétique, s'isolent eux-mêmes. C'est la réalité.
et cela va imploser sur les États-Unis de bien des façons. Et M. Mamdani, qu'il le veuille ou non, va se retrouver dans la situation suivante. Que peut faire un socialiste face à ce que je viens de dire? Comment distinguer une meilleure réponse socialiste à un empire en déclin d'une réponse capitaliste? C'est là qu'interviennent Bernie et Ocasio-Cortez, car ils sont le national et donc l'international approprié. Permettez-moi d'être audacieux et de dire quelque chose dont on se souviendra peut-être. Il y a deux façons pour les États-Unis de traiter avec la République populaire de Chine. L'une est la manœuvre agressive et hostile. C'est ce que nous avons. Voici une alternative. S'asseoir, diviser le monde de manière à ce que les deux camps puissent trouver des opportunités de croissance et de développement. Que signifierait-il que les socialistes deviennent les défenseurs de cette seconde approche dans le cadre d'une transformation des États-Unis? Wow! Cela pourrait-il leur apporter un certain soutien, ne serait-ce que de la part de tous les Américains qui s'inquiètent déjà du fait que la relation avec la Chine est en train de mener à une guerre nucléaire? Wow! Un mouvement socialiste digne de ce nom doit penser de cette façon. Il doit avoir à la fois la grande surface et l'épicerie publique dans le désert alimentaire. Et j'aimerais qu'il y ait assez de socialistes pour se répartir le travail, mais il n'y en a pas. Alors, M. Mamdani, qui va être le visage du socialisme pendant un certain temps, c'est à lui de jouer. Il peut probablement mobiliser Bernie et Ocasio-Cortez s'il comprend vraiment la situation dans laquelle il se trouve. Michael, Richard a fait valoir son point. Tu as raison. Les socialistes ont toujours été contre la guerre, parce que la plupart des guerres sont dirigées contre le socialisme. merci beaucoup, Richard et Michael. C'est toujours un grand plaisir. Oui, c'était une conversation importante, rendue possible par une élection importante. Et je pense que nous parlerons encore de nombreuses fois à l'avenir des implications et des conséquences de ces discussions. Exactement, oui. Merci beaucoup. À bientôt. À la semaine prochaine.